Reprise des combats à Beyrouth-Ouest entre chiites et druzes, déjà plus de 35 morts. François Léotard répond à François Mitterrand, cohabiter oui, mais pas selon vos règles. Les syndicats en baisse de régime, ils perdent des adhérents et leurs dirigeants n'ont pas la cote. Invité de Soir 3, Harlem Désir, fondateur de SOS Racisme. Demain, les potes ont rendez-vous avec les intellectuels. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après quelques semaines d'accalmie, la guerre a donc repris au Liban entre les chiites et les druzes qui se disputent le contrôle de Beyrouth-Ouest, le secteur musulman de la capitale. Les combats ont recommencé hier, un cessez-le-feu signé dans l'après-midi est resté sans effet. Le bilan le plus récent parle déjà de 35 morts et 170 blessés. Point de départ de ces affrontements, un enjeu qui peut sembler dérisoire, c'est ce que l'on appelle la guerre des drapeaux. Francine Raymond. Point de départ de la bataille qui ravage Beyrouth depuis 3 jours, un drapeau. Les miliciens druzes de Walid Jumblatt ont refusé de voir le drapeau national libanais flotter sur les édifices publics à l'occasion de la fête de l'indépendance. Une guerre des drapeaux qui s'est rapidement transformée en lutte acharnée pour le contrôle de Beyrouth-Ouest. Les miliciens druzes et les miliciens du mouvement chiite Amal qui, ensemble, ont conquis Beyrouth-Ouest l'an dernier, sont aujourd'hui les plus farouches ennemis. Cet après-midi, les combats ont redoublé de violence. On a assisté à des assauts en règle de part et d'autre. Les chars sont entrés en action. Les quartiers du centre résidentiel sont soumis à un bombardement au mortier. Les miliciens se refusent à déposer les armes et tirent littéralement sur tout ce qui bouge. La Syrie s'est contentée d'envoyer un officier à Beyrouth qui n'a pu obtenir qu'un fragile cessez-le-feu de quelques heures. Damas n'a pour l'instant pas réellement pris position dans cette nouvelle guerre qui oppose pourtant ses deux principaux alliés. En Iran, les dignitaires religieux préparent la succession de leur guide, l'imam Khomeini. Ils ont désigné officiellement aujourd'hui celui qui reprendra le flambeau de la révolution islamique après la mort de l'ayatollah. Ce n'est pas vraiment une surprise, ils ont choisi l'ayatollah Montazeri, déjà considéré comme le fils spirituel de Khomeini. Il n'occupe pas de fonction politique officielle, mais il a beaucoup d'influence déjà, dit-on en Iran, sur la politique du pouvoir. On le considère généralement comme plus libéral que Khomeini, ce qui, dans ce régime, est tout de même un adjectif tout relatif. En France, coup d'envoi de la campagne électorale pour le Parti républicain qui réunit un conseil national à Orléans. François Léotard y a répondu à François Mitterrand sur le thème de la cohabitation. En substance, cohabiter, oui, mais pas pour appliquer son programme. Cela dit, il faut ajouter que les baristes ne sont pas d'accord sur cette formule. Éric Pierrot. Un petit déjeuner consistant et hop, c'est parti. François Léotard a lancé le Parti républicain dans la bataille législative avec un objectif clair, gouverner en 86. S'il existe un gouvernement libéral dans 4 mois, le Parti républicain travaillera dans cette équipe, sur ce chantier, avec ses hommes et avec ses propositions. Gouverner, oui, mais pas aux conditions esquissées par François Mitterrand lors de sa conférence de presse jeudi dernier. De ce point de vue, François Léotard a répondu sans la moindre ambiguïté. Dans un climat morose. Nous disons à M. Mitterrand, très calmement, avec la courtoisie qui s'impose, la réponse est non. Il n'y a pas de contrat entre le président de la République et la future majorité. Et il ne doit pas y en avoir. Nous respecterons sa fonction s'il respecte nos options. Gouverner, oui, mais pas pour servir de force d'appoint au RPR. Les libéraux gouverneront avec les Chiraciens à condition d'être d'accord sur le programme, ce qui ne devrait pas être trop difficile, mais aussi d'accord sur la répartition des portefeuilles. Bref, on est en pleine cohabitation et la tendance bariste du PR n'est pas vraiment d'accord. Moi, j'admets mal de travailler avec François Mitterrand, un homme qui sera le président de la République, mais surtout le chef de l'opposition en France. Ce qui n'est pas concevable. Est-ce que ça ne vous pose pas des problèmes d'être au Parti républicain avec des gens qui prônent la cohabitation? Je crois que le Parti républicain est un parti pluraliste. C'est l'un des mérites de François Léotard d'avoir fait un parti pluraliste. Et c'est vrai que sur ce sujet, nous avons quelques divergences. Mais nous souhaitons ensemble gagner mars 86 de façon à ce que François Mitterrand décide de partir de lui-même. Maintenant, place à la campagne. En attendant que les vrais problèmes commencent, le 17 mars au matin.
À la veille du congrès national de la CGT, la popularité de la centrale semble au plus bas, tout comme celle d'Henri Krasuki. Dans un sondage du Nouvel Économiste, 13% des Français seulement jugent son action positive. Cela dit, tous les autres dirigeants syndicaux sont également à la baisse, à l'exception toutefois d'André Bergeron. D'une manière générale, les syndicats vont mal, les effectifs baissent, 600 000 adhérents ont quitté la CGT entre 1977 et 1983, la CFDT en a perdu près de 200 000 pendant la même période. Claude Guénaud et Dominique Duchâteau ont observé ce phénomène à la loupe dans une entreprise, une filiale de Thomson installée en Vendée où la CFDT est majoritaire. Vous n'êtes pas syndiqué? Non, je l'ai été syndiqué CFDT pendant 7 ou 8 ans et je suis arrêtée. Pourquoi? Plus d'un temps, on était défendu par les syndicats, mais on a passé une période, on l'était réellement beaucoup moins. On n'est pas défendu comme on l'était. La CFDT ici chez S20 a perdu beaucoup d'adhérents au cours des dernières années. On notait environ 550 adhérents il y a une dizaine d'années sur un nombre de salariés d'environ 2000. Et aujourd'hui, pour le même nombre de salariés, nous sommes aux alentours de 250, 280. Vous avez déjà été syndiqué dans le passé? Oui, À quel syndicat? la CGT. Et vous avez laissé tomber? Non, c'est parce que les cotisations étaient trop chères, c'est tout. Combien ça faisait pour vous? Je m'en souviens plus trop des prix, mais mensuellement, ça devait monter aux environs de 50 francs, quelque chose comme ça. Et pour vous, c'est trop? Oui. La CGT a perdu des adhérents au cours des dernières années? Il y a eu effectivement un creux il y a à peu près 3 ans. Hein. Ça a duré pendant juste après la nationalisation, entre 82 et 83. C'est vrai que le nombre de syndiqués ne correspond pas aux besoins qui devraient être dans l'entreprise. Hein. Toujours très discrète sur ces chiffres, la CGT revendique 120 adhérents pour 2000 salariés. Mais elle aurait perdu un quart de ses syndiqués en quelques années. La CFDT, partie de plus haut, premier syndicat de l'entreprise, reconnaît que ses effectifs ont fondu de près de moitié en 10 ans. Ensemble, les deux organisations comptent 400 adhérents, un taux de syndicalisation de 20%, plus élevé que la moyenne nationale. Mais 8 salariés sur 10 de cette usine sont des non-syndiqués. La préoccupation, c'est souvent leur pouvoir d'achat et l'emploi. Hein. Les travailleurs, oui, préféraient un syndicalisme. Bon, enfin, peut-être qu'ils n'ont pas assez évolué eux-mêmes. Je crois qu'actuellement, il y a un décalage entre eux et nous. Quand je suis rentrée, il y a 19 ans, on ne peut pas comparer avec aujourd'hui. Hein. La direction, c'est pas du tout pareil non plus. Hein. On obtenait plus de choses? Comment? On obtenait plus de choses? Oui. Ah oui. On vous agresse parce que vous n'êtes pas assez revendicatif? Voilà, moi je crois. Aujourd'hui, les problèmes sont abordés différemment, on y fait des analyses et on essaie d'y répondre avec une logique différente. Il est évident que le nouveau discours est beaucoup plus compliqué. Le recentrage de la CFDT, la base, a décidément beaucoup de mal à l'assimiler. Mais la CGT, avec son syndicalisme plus classique, se heurte au même mur, la peur de perdre son emploi. Les gens ont peur un peu d'être syndiqués, que le patron sache les syndiqués qu'il y a. Lorsqu'on appelle à une manifestation quelconque au niveau de l'entreprise, ça arrive de temps en temps, eh bien on se retrouve qu'à une dizaine de syndiqués pour manifester. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'illusions qui ont été... beaucoup d'illusions dans la tête des travailleurs, pensant que beaucoup de choses allaient se régler d'en haut. Hein. Quelquefois, il ferait mieux de s'entendre mieux avec leurs collègues CFDT, ou bien sortir des tracts communs comme ils faisaient dans le passé. L'agence France-Presse a repris son service cet après-midi après 3 jours de grève qui avaient interrompu la retransmission des dépêches en France. Les journalistes ont voté la suspension de leur mouvement aujourd'hui. Leur conflit avec la direction porte sur les salaires et sur un projet de suppression d'emplois. 1800 francs pour Paris, New York et retour. Si vous n'avez pas profité de cette aubaine, il est trop tard. Le charter de Nouvelles Frontières est parti cet après-midi. Cela dit, le mouvement de baisse des tarifs est lancé puisque l'aviation civile vient d'accepter un prix plancher de 2200 francs sur cette ligne. Bonne affaire donc pour les amoureux des États-Unis puisque toutes les compagnies vont s'aligner à la baisse, toutes y compris Air France.
Invité de Soir 3, le fondateur de SOS Racisme, Harlem Désir. J'allais dire, nous ne quittons pas New York, vous me pardonnerez peut-être ce rapprochement, parce que vous nous y invitez au fond. Demain, vous organisez une grande rencontre avec beaucoup d'intellectuels, des professeurs au Collège de France, des scientifiques, des syndicalistes, etc. Et vous avez intitulé cette rencontre « Melting Pot ». Alors c'est un jeu de mots parce que pot s'écrit P-O-T-E-S, mais c'est une allusion très directe à cette fameux creuset américain dont on dit qu'il est générateur de bien des richesses. Est-ce que, au fond, c'est un modèle américain que vous cherchez à établir en France? Non, je crois qu'il n'y a pas de modèle parce qu'il y a eu une perversion, disons, du droit des communautés à être représentées aux États-Unis qui a amené un espèce de cloisonnement communautaire. Chaque groupe finalement est un petit peu enfermé dans sa différence et au contraire l'idée du melting pot c'est celui du creuset culturel, c'est-à-dire celui de la rencontre, celui de la synthèse, et aujourd'hui je crois que la France a la possibilité de dessiner une voie originale où on va à la fois vers l'intégration, c'est-à-dire l'égalité des droits entre tous les individus, quelle que soit leur communauté d'origine, et en même temps le respect de l'identité de chacun, et je crois qu'il y a une très grande créativité culturelle et intellectuelle qui peut naître de cette rencontre des cultures et de cette rencontre des civilisations. Alors justement, vous avez prononcé le mot intégration et il fait problème au sein des mouvements antiracistes qui militent avec vous, parce que certains qui justement font une marche en ce moment comme vous estiment que vous allez trop loin dans ce domaine. Ils ne sont pas d'accord avec le thème de l'intégration. Qu'est-ce qui vous divise? Je crois que ce n'est pas tellement sur ce thème qu'il peut y avoir des accords. En réalité, il y a d'autres associations que SOS Racisme qui sont plus des associations communautaires et qui estiment qu'il est important pour elles d'exprimer l'identité de chacune des communautés. Je crois que ça n'est pas contradictoire avec un large front antiraciste dans lequel se retrouvent des individus de toutes les communautés, à la fois des communautés immigrées, mais aussi de toutes celles qui font la France d'aujourd'hui. Et la France est déjà un pays pluriculturel avec une communauté juive, une communauté protestante, avec des gens qui viennent de différentes régions et qui donc ont aussi leur culture. Oui, parce que eux, par exemple, ils disent nous ne sommes pas des Beurs, nous sommes des Arabes. Vous comprenez cette... Oui, c'est très compliqué parce qu'en réalité, il y a au sein, par exemple, de la communauté maghrébine, plusieurs, je dirais, sensibilités. Il y en a quand même un certain nombre qui ont estimé que, par exemple, pour le nom d'une radio dans la région parisienne, le mot beurre convenait et ils ont créé Radio Beurre. Il y en a qui, au contraire, revendiquent l'appellation arabe. C'est un débat qui est interne à chaque communauté et qui est extrêmement important, qui tient justement aussi aux difficultés de l'intégration, du fait du racisme et du fait du rejet, de la marginalisation dans laquelle un certain nombre de gens veulent tenir les communautés issues de l'immigration, qui ne sont plus tout à fait des communautés immigrées au sens où, par exemple, les enfants de l'immigration n'ont jamais pris de train, n'ont jamais pris de bateau ou d'avion. Ils sont nés en France, ils ont grandi dans les mêmes cités que les enfants français ou que moi qui suis métisse. On a été à l'école ensemble et aujourd'hui, on se heurte à une volonté de nous rejeter à la marge, de ne pas vouloir nous intégrer. Certains même parlent de revenir sur l'accès automatique à la nationalité pour ceux qui sont nés sur le sol français. Et je crois que c'est là qu'il y a un vrai débat. Le débat a été souvent très mal posé. On a dit assimilation ou retour, c'est-à-dire qu'en gros on demande aux gens de se repeindre en blanc. Eh bien non, la France c'est un pays dans lequel il y a des originaires des dom-toms, dans lequel il y a des gens qui ont une culture africaine, une culture maghrébine et qui en même temps ont acquis la culture française et qui, de la rencontre de ces deux cultures, ont créé, disons, des produits nouveaux, à la fois du point de vue musical, du point de vue littéraire, mais aussi du point de vue du mode de vie. Dites-moi, à propos de cette réunion avec les intellectuels demain, vous n'avez pas un peu la crainte qu'on vous reproche de faire un peu de l'antiracisme de salon? Je le dis parce que vous y faites allusion dans le livre que vous avez publié, là. Vous dites, nous avons bien vu qu'il nous fallait, pour être écoutés, devenir à la mode et être adoptés par les salons parisiens. Bon, apparemment, vous avez réussi, on parle de vous dans les radios, à la télévision, les intellectuels viennent à votre colloque, ça vous gêne pas un peu? Vous n'avez pas l'impression d'être un peu récupéré? Non, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à un moment, pour franchir la rampe des médias, il faut aussi aller voir les gens qui ont accès aux médias. Mais je crois qu'aujourd'hui, le colloque préparé par SOS Racisme a un enjeu bien plus important, c'est rétablir la vérité. Il y a eu une falsification des chiffres, on a joué avec les faits, on a ouvert les vannes de l'irrationnel et tout et n'importe quoi a été dit sur l'immigration. Alors les intellectuels prennent la parole demain et avec des scientifiques, avec des démographes, avec aussi des écrivains, eh bien les valeurs de l'humanisme, les valeurs des droits de l'homme et la vérité et les valeurs de la raison donc vont être remises à l'ordre du jour. Je crois que par exemple aujourd'hui il n'est pas normal que dans le débat électoral l'immigration devienne un épouvantail, soit au centre de la discussion et qu'en plus la façon dont on pose la question de l'immigration soit totalement faussée, si bien que les questions sont fausses.
fausses, et donc les réponses sont fausses, et évidemment les arguments aussi entre les deux, les soi-disant statistiques, les soi-disant données scientifiques qui sont utilisées, elles aussi ont été faussées. C'est donc pour remettre un petit peu les choses à leur bonne place que nous avons organisé cette rencontre demain avec les intellectuels. Un dernier mot, vous n'avez pas peur non plus d'être récupéré par le pouvoir politique? On vous en accuse souvent. Non, ce que nous voudrions, c'est que l'ensemble des hommes politiques récupèrent nos idées, mais qu'ils laissent l'association indépendante. Et c'est pour cette raison que nous organisons aussi le 7 décembre une manifestation à Paris, à l'arrivée justement des marches de SOS Racisme, et nous espérons que par la force, par le mouvement d'opinion qui portera ces idées, eh bien l'ensemble des forces politiques seront obligées de récupérer nos idées, de la droite à la gauche. Je souhaiterais qu'il n'y ait que des candidats antiracistes aux élections de 1986, et que, puisqu'ils affirment refuser la barbarie du racisme, eh bien ils s'orientent aussi vers une politique d'intégration, c'est-à-dire d'égalité des droits, mais dans le respect des spécificités, des identités culturelles de chaque communauté. Merci Harlem Désir. Sport, une nouveauté, il ne faut plus parler, paraît-il, de jeu à 13, mais bien de rugby à 13. Les mots de passe. Ce qui ne change pas dans cette discipline, c'est la supériorité bien établie de l'équipe de Nouvelle-Zélande, les Kiwis. Pour le début de leur tournée en France, ils ont triomphé sans appel de notre équipe nationale cet après-midi à Marseille. Michel Drey. Vu d'en haut, l'image est belle. Vu d'en bas, les Néo-Zélandais sont impressionnants. Leur fameux cri de guerre les a motivés pendant 80 minutes. Ils ont marqué 4 essais cet après-midi sur la pelouse du stade Vélodrome. Le premier par Kurt Sorensen, le deuxième ici par l'ailier O'Hara. Quelles conditions physiques, quel rythme. Les Kiwis avaient des ailes et beaucoup d'imagination. Le rugby à 13 a aussi son festival de Cannes. On a surtout vu les accélérations des hommes en noir. Sorensen marque encore. 22-0, l'addition est lourde. Deuxième test match le 7 décembre à Perpignan. Le tiercé à Vincennes cet après-midi, il fallait jouer 7, 17 et 2. La combinaison gagnante rapporte 9 187 francs 50 dans l'ordre, et dans un ordre différent 1837,50 pour 5 francs bien sûr. Les pronostics de M. Courtine pour le tiercé qui demain se disputera à Auteuil. Sur 11 partants, il a choisi le numéro 2 qui est son joker, le 3, le 6, le 5, le 4 et le 7. Et puis, il y avait aussi un tirage du loto tout à l'heure. Voici la combinaison gagnante, 6, 16, 17, 34, 42, 45, numéro complémentaire, le 40. Enfin, le temps pour demain, encore un peu de neige au nord-est de la Seine, et ailleurs de la grisaille, un peu de pluie, mais tout de même le soleil fera de belles apparitions dans le sud-ouest et surtout près de la Méditerranée. Les températures s'adouciront, elles remonteront un peu, autour de 0 dans l'est et le nord-est, 1 ou 2 dans le centre et jusqu'à 10 ou 11 dans le midi. Demain soir, je vous donne rendez-vous à 22 h, dans un instant, comme chaque samedi, Dynastie, et auparavant, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Très bonne fin de soirée sur la 3 et à demain. Les combats continuent à Beyrouth-Ouest entre chiites et druzes, déjà plus de 35 morts. François Léotard répond à François Mitterrand sur la cohabitation, oui sur le principe, mais pas sur les conditions. Harlem Désir et SOS Racisme organisent demain à Paris une rencontre avec les intellectuels. Demain aussi, congrès national de la CGT sur fond de pessimisme, les effectifs baissent comme dans les autres syndicats.